Ça va? Oh, c'est de pire en pire, putain. Capillairement parlant, c'est de pire en pire. Une déchéance. C'est comme si vous regardez un truc là qui se passe et c'est tous les matins, c'est pire. Je suis désolé, je m'en excuse. Bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez maintenant par cœur, elle est à 9h ou presque, alors parfois elle est au soleil, parfois pas, parfois on sait pas trop. Bajned à tous, Bajned Jean-Louis David, Bajned à tous les coiffeurs et coiffeuses de France, Bajned à ceux qui sont mal coiffés le matin, à ceux qui se réveillent pas, Bajned à ceux qui écoutent cette revue de presse au travail. Vous savez quoi? C'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est nommée première ministre d'Emmanuel Macron pour son nouveau quinquennat. Et là, on se dit qu'on a vraiment de la chance parce qu'on passe de Castex, le Flying Prime Minister, le mec qui était tout le temps dans l'avion, un jour sur deux, à Elisabeth Borne. La meuf, tu sais jamais si... Tu sais pas, en fait. Elisabeth Borne, c'est, je pense, ce qu'on fait de mieux en termes de... Ça va, madame? Ça va. Ça va. Voilà, c'est le néant et la politique. Hein. Tout est fait. En tout cas, tous les jeux de mots ont été faits sur Elisabeth Borne, donc c'est pas la peine d'essayer ici. Vous nous cassez les bornes, on dépasse les bornes. C'est pas possible. Born to be alive, born to be wild. Le jeu des 1000 bornes. Born out, ça c'est son surnom dans les ministères parce que vous allez voir, son portrait est dans tous les médias mainstream, la presse des oligarques, où on va nous expliquer qu'elle est de gauche. Ouais, parce qu'elle a commencé chez Jospin puis qu'elle a tenu 1 an chez Ségolène Royal. Après, elle est passée direct chez Macron. Alors, non, mais c'est assez génial parce que Macron cherchait une femme de gauche un peu écolo et il prend une femme de droite qu'on a. Et puis Elisabeth Borne, quand même. Avant de commencer, il faut quand même poser le personnage. C'est la meuf, quand même. Voilà ce qu'elle te sortait. Rappelez-vous, on était en pleine épidémie. C'était terrible. Tout le monde allait mourir. Et puis. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Bordel, c'est où? Bordel, comment je fais ça, dis-moi? Où est-ce qu'il est le mélo? Voilà. Ce n'est pas... Pardon. C'est pas préparé du tout. Voilà. Ce n'est pas au travail que l'on se contamine, affirme Elisabeth Borne. Ben non. Et après, elle a mis en place le pass vaccinal en disant non, mais il faut vacciner tout le monde et puis il faut y aller. Les soignants non vaccinés, c'est normal. D'ailleurs, gros débat ce matin dans l'IB entre Pelou et Vargon, le mari, pas la ministre, sur faut-il réintégrer les soignants non vaccinés. Vous allez voir, c'est un scandaleux de mauvaise foi et d'arguments fallacieux. L'un comme l'autre, d'ailleurs, c'est vraiment merveilleux de voir qu'on en est arrivé là. La France, mes amis, ce pays merveilleux, ce pays où tous les matins nous avons la chance de nous lever et de nous dire nous avons comme président Emmanuel Macron. Et ça le monde nous envie et c'est une chance exceptionnelle. Et j'espère que vous prenez la hauteur de cette chance. Voilà. Bonjour à tous, je ne sais pas d'où vous venez, si vous nous regardez de loin, d'à côté, au soleil, caché quelque part dans la pampa. J'ai quand même créé une farce au début. Eh ben non, de Bretagne, de Meurthe-et-Moselle, de Neuville-sur-Saône, parfait, d'Alsace, de Bretagne, de Picardie, du Pays Basque, de Suisse, de Vendée, de Belgique, et de partout, formidable. Merci beaucoup, alors bravo et merci, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à Orly, super, Bretagne, Deux-Sèvres, Toulouse, et encore la Suisse et Amiens, du Laos. Dis donc. Génial, Coutances. Mais c'est ça qui est bien, vous voyez, avec cette technologie incroyable, c'est qu'on peut parler au monde entier, l'air de rien, depuis sa cour ensoleillée. Alors, vive la Pampa. Thonon, La Réunion, Charente-Maritime. Alors donc voilà, Elisabeth Borne, donc ce matin vous allez voir, on est servi, c'est le portrait de cette femme de gauche, de droite, écolo mais pas vraiment, que Macron a choisi pour qu'elle fasse à peu près comme Castex, c'est-à-dire on espère qu'elle coûtera moins cher en kérosène, puisque Castex quand même un jour sur deux dans le Falcon, c'est un peu beaucoup, Jeannot. On sait bien que tu voulais faire homme du peuple et tout, mais bon, l'homme du peuple ne prend pas le Falcon tous les 2 jours, c'est... Non. Éventuellement le métro, tu aurais pu essayer un peu plus souvent, ou le RER. Mais bon, en tout cas, voilà, Jeanne Castex part et arrive Elisabeth Borne. Et là, ça va être encore plus compliqué de faire des blagues. Honnêtement, parce qu'une fois qu'on aura fait toutes les blagues sur le nom,
il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Hein. Alors le message est clair. Hein. C'est la réforme des retraites qui va arriver sur la table après l'été, même avant l'été, même tout de suite après les législatives. Dès que Macron aura ses députés ou pas, hein. Vous avez vu que les marcheurs doivent signer, les candidats marcheurs doivent signer une charte de 12 engagements. Le premier étant de ne jamais remettre en cause la parole présidentielle divine et le deuxième étant d'en faire la promotion, être prosélyte, absolument. Et puis après, vous avez la transparence, enfin tout ce qu'ils font pas comme d'habitude. Pain, beurre, camembert, parfait avec du café, c'est génial. Il me manque le café. Il y a Maggie qui traîne, mais maintenant, comme elle a oui, un grand terrain de jeu avec du soleil, je la vois plus. Ou alors, faut la pâter. Maggie, c'est la revue de presse. Ohé, les gens t'attendent. Voilà. Et comme un chat, et c'est bien normal, elle s'en bat les steaks. Alors, c'est elle, Madame la Première Ministre. Ah oui, il fallait une femme. Alors, il a pris une femme. Alors, Elisabeth Borne, vous allez voir, hein, je vais vous lire son portrait tout à l'heure, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Une femme de courage, de talent. Elle est partie de chez Jospin. Hein. Elle a commencé. Alors, j'ai cherché une photo d'elle jeune. Et vous allez voir, c'est étonnant ce que fait Photoshop. Ben, elle était vieille. Voilà, ça c'est Elisabeth Borne en 2000. Bon, elle est déjà. Bah voilà. Bah tu te dis, bah elle a pas changé. Hein. Ça fait partie de ces gens, tu penses qu'ils sont nés vieux, tu sais. Ils ont pas bougé. Castex, c'est pareil. Tu te dis, tu cherches des photos de Castex jeune, même tête, avec ses petites lunettes et tout pareil. Tout pareil. Et Bayrou, un peu pareil. C'est pas trop, tu vois. Il est un peu jeune, mais un peu vieux. VGE, toujours été vieux. C'est un truc en politique, voilà. T'as les gens, ils sont nés vieux. Hein, c'est comme ça, t'es vieux, donc ça rassure. Il y a un côté, oui, mais il sait de quoi il parle, vous comprenez. C'est un mec sérieux. Et Jospin, voilà. Donc elle a commencé chez Jospin, ensuite elle a fait un petit tour chez Ségolène Royal, elle a tenu 1 an, et en termes de politique, apparemment, c'est l'épreuve du feu, ça s'appelle. Et puis voilà, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, le canard à nanar, hein, Bernard Arnault, propriétaire de ce titre, eh bien, voici son portrait, le parcours sans faute d'une bonne élève. Une femme en mission. En mars 2021, Elisabeth Borne doit être hospitalisée. Elle a du mal à respirer, des problèmes hépatiques. Jean Castex vient la soutenir entre 2 soins. La cause de cette maladie ? Le variant sud-africain du Covid. Ah, zut. Et pourtant, elle est triple, quadruple vax. Hein. Enfin, vous savez quoi. Quand elle sort de l'établissement militaire où elle est suivie dans l'Est parisien, son premier réflexe est de retourner au bureau. Bah oui, parce qu'elle adore taffer. Eh oui, à l'hôtel du Châtelet qui abrite le ministère du Travail, rue de Grenelle. C'est ma mission d'être là, confie-t-elle alors. Quand j'étais mal, c'est quelque chose qui m'a fait tenir, de me dire qu'on est au service du pays et que les Français attendent cela de nous. Mais attention, parce qu'elle attend cela de vous, les Français, hein, de bosser jusqu'à 65 ans, d'aller travailler même malade, hein, d'avoir ce sens du service et du devoir que vous n'avez pas, parce que vous êtes des grosses feignasses, jamais contents, alors que vous avez le meilleur président du monde, mais c'est à croire que vous le faites exprès. Et donc voilà, Elisabeth Borne, c'est ça, c'est cette petite envie de vous faire travailler jusqu'à la mort. Hein, voilà. Et c'est aussi le choix de la sécurité de Macron, hein, attention, en disant simplement, oui, avec elle, pas d'ombre au tableau, hein, c'est la même que Castex, en femme. Donc on est content, on est bien, on s'est mis bien avec Jeannot, et voilà. Non mais voilà. Alors je continue le petit portrait, vous êtes prêts ? C'est le moment où généralement vous recrachez votre café, hein, quand vous êtes abonné à la revue de presse. Et ben voilà, c'est possible. Alors attendez, sans les mains c'est possible ? Non, c'est compliqué. Attendez, que je trouve, surtout ce matin. Alors du coup, ça fait évidemment que ça bouge beaucoup. Je suis désolé, je m'en excuse, hein, je m'en excuse. Vous savez, c'est voilà. Alors. Donc elle est contente de travailler non-stop. Pupille de la nation, Elisabeth Borne, 61 ans, a perdu son père résistant pendant la Seconde Guerre mondiale quand elle était jeune. À 11 ans. Elle avait 11 ans. Alors je comprends pas parce qu'elle l'a perdu à 11 ans. Attendez, il y a un truc qui va pas. Ah oui, non, il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est mort quand elle avait, elle, 11 ans. C'était d'ailleurs un immigré russe, son père, qui avait un labo de pharmacie. Avec sa mère d'ailleurs. Sa mère, alors après, qui a eu 2 filles et qui n'avait pas vraiment de revenus, mais quand même un peu de thunes, hein, puisque le labo quand même tournait, ça allait. Pas vraiment de revenus, c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est-à-dire, oh bah tu sais, on a vivé de bout de chandelle, hein, puis 10 000 € par mois, c'est ouf. Bah oui, ça fait pas beaucoup.
Enfin, je sais pas, j'affabule, hein, mais je crois qu'ils étaient quand même de bon milieu social. Hein, le côté genre, ouais, elle a travaillé cher, pupille de la nation, c'est pour te brosser le portrait de cette femme de gauche de droite. Euh, Ensuite, voilà, une histoire sur laquelle cette haute fonctionnaire si pudique sur sa vie personnelle s'étend rarement. Le reste raconte un parcours méritocratique exemplaire. Reçue à l'école polytechnique, elle commence sa carrière auprès de Lionel Jospin avec lequel elle gardera des contacts, et Jack Lang comme conseillère de cabinet. Tiens, Jack Lang, l'ami de Jeffrey Epstein. Puis direction la SNCF pour s'occuper de la stratégie. En février 2013, elle intègre le corps préfectoral. Tiens, comme Didier l'Allemand. D'ailleurs, tu pourrais l'échanger avec la grande casquette, des fois tu verrais pas la différence. Elle est affectée à la région Poitou-Charentes, puis devient la directrice de cabinet de Ségolène Royal, un ministère de l'écologie, hein, formidable à l'époque. Une expérience dont elle gardera d'amers souvenirs. Quelqu'un qui a survécu aussi longtemps auprès de Ségolène Royal est forcément solide, ironise un ancien ténor socialiste. Qu'est-ce qu'on rigole. Machine à pression, et c'est là que tu vois que bon... Hein, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là pour te foutre la maltraitance au cœur du management. En 2015, Elisabeth Borne prend la tête de la RATP. Cette socialiste prend ses distances avec sa famille politique au moment de la campagne de Benoît Hamon. Dans la ligne, lui paraît trop proche de celle des frondeurs. Oh, c'est trop de gauche, ça, Benoît. Benoît, tu serais pas de gauche trop, des fois, toi, un peu? Si, voilà. Je m'en vais. Proche d'Alexis Collère. Le bras droit historique d'Emmanuel Macron. Elle vote Macron en 2007 aux 2 tours de la présidentielle, évidemment. C'est son parcours de dirigeante d'entreprise qui pousse le nouveau président à l'enrôler comme ministre délégué au transport dans l'ordre protocolaire. Elle se retrouve à la 18e place sous la tutelle de Nicolas Hulot. Elle révèle alors son caractère bosseur, exigeant, cash avec ses équipes. C'est une machine à se mettre la pression et à la mettre sur les autres, résume un proche du président. D'où son surnom dans les couloirs des ministères de burn-out. Eh oui, burn-out. Donc la meuf est maltraitante et ils en sont fiers. Hein. Elle te met la pression. Alors mettre la pression, ça veut dire on te traite mal. Mais comme elle a bossé pour Royal, qui visiblement est aussi une maltraitante en chef, c'est formidable. Ils vont s'amuser dans son équipe. Hein. Elle rigole quand elle se coupe. Et attends, c'est pas Elisabeth Borne, c'est Chuck Norris là. Elle sait dire non au chef de l'État, souligne ses collègues. Dis Elisabeth, j'aimerais que tu sois Premier ministre. Oui. Bah, tu ne devais pas me dire non? Non, mais je te dirais non quand, par exemple, tu voudrais faire bosser les Français jusqu'à 70 ans, je dirais que 65 ans, c'est bien. Ah ouais, c'est super ça, comme ça ils vont croire que c'est moi le good cop, bad cop. Oh, super, Elisabeth, elle est top cette meuf. Et vous allez l'adorer, hein. Et moi je l'adore. Hein. Et c'est une meuf, elle sait mettre la pression, elle se met la pression, elle te met la pression. Elle va vous mettre la pression tellement, et les castors. J'espère que vous êtes prêts avec votre petite queue et vos petites oreilles. Hein. C'est un cyborg, pas mal. Enfin, c'est terrible, on va en chier, les amis. Alors, soit de deux choses l'une. Hein. Soit c'est la grande démission, la grève générale et la rue est à nous. Soit vous baissez les épaules, vous faites le castor dépressif et c'est la retraite à 65 ans, c'est l'éducation payante pour vos enfants, c'est la fin de la France telle qu'on l'a connue, hein, c'est la fin du cognac de 14 heures. Enfin, ça fait déjà longtemps que c'est fini tout ça, malheureux. Mais voilà, c'est fini de bien vivre. Hein, voilà, maintenant c'est la pression. Et voilà, et merde, et voilà la pub qui arrive et je peux pas l'enlever. Mais non, c'est une femme, donc tout va bien. Non, vous allez voir. Non, mais et attendez, il y a les législatives. Donc de deux choses l'une, soit vous donnez une majorité à Macron, et dans ce cas-là, vous savez quel est le programme, soit vous empêchez Macron d'avoir une majorité avec la NUPES, ou voilà, qui se positionne quand même avec une liste unitaire qui pourrait donner des chances à un gouvernement de gauche. Voilà, pub, abonnez-vous si vous voulez pas la pub, sinon on l'enlèvera. Je suis désolé, 5 pubs c'est beaucoup trop long. C'est Jeff Bezos, il adore la pub, moi je n'aime pas la pub, même si ça nous permet de vivre un peu, parce qu'on a besoin de vos abonnements, on a besoin de cette publicité, on a besoin de tout ça, parce qu'il va falloir que je m'équipe correctement, une table qui ne bouge pas, une caméra un peu plus jolie, un micro posé, en même temps ce côté, je sais ça vous plaît ce côté un peu rafistolage, mais à un moment c'est fatigant aussi pour moi, parce que tous les matins tu sais jamais. Et puis regardez cette image merveilleuse d'une expédition quasiment au pôle Nord,
Alors non, c'est la mer de glace, hein, calmez-vous. Mais là, tu vois que les grandes voix de l'écologie qui ont côtoyé Elisabeth Borne quand elle était ministre saluent sa connaissance des dossiers environnementaux. Mais certains doutent de ses marges de manœuvre sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Mais je croyais qu'elle savait dire non au président. Ah oui, mais non, mais en fait c'est plus compliqué, mais tu sais, mais oui, mais dire non, mais tu sais, c'est une femme qui dit non, mais voilà, et no means no, et tout ça, ça va être compliqué. Merci Pokés pour l'abonnement, Eric Rouge Sombre, merci aussi pour l'abonnement. N'hésitez pas à faire comme nos amis, à vous abonner. Certains sont abonnés depuis même 13 mois, 12 mois, 11 mois, 6 mois, 5 mois, 3 mois, 1 mois. Certains viennent de s'abonner ce matin. Alors n'hésitez pas, le train de la hype approche, vous pouvez offrir des abonnements aussi, vous pouvez faire tous ces gestes de solidarité, hein, et d'amour. Cette revue de presse a besoin de vous pour vivre, pour survivre, pour continuer autant que faire se peut, parce que je crois que voilà, personne va dire que Elisabeth Borne est une femme de droite sur les plateaux télé. Hein, ils vont tous dire, ah mais oui, non mais elle a bossé avec Jospin, bah, elle est de gauche, t'imagines bien, hein, rassure-moi. Ah oui, non mais elle est de gauche vu que toi t'es Enfin bref, enfin voilà. En tout cas, ça va être joli. Hein. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maltraitante et fière de l'être. Donc ça va donner, ça va donner. Et puis, Yannick Jadot, le retour. Parce qu'on parle de Borne, mais ça va 5 minutes. Oh. Et Yannick Jadot, tout le monde s'en fout. Tu sais, il a disparu, lui. Il a fait sa campagne, il était quand même candidat et tout. Alors, comme il a un peu chié dans le ventilateur, Yannick, à la fin de la campagne, il a fait campagne contre Mélenchon. Hein, plutôt que contre Macron, il a passé les 3 dernières semaines à dire « Mélenchon !» J'en peux plus, moi. Mélenchon, c'est pas possible. Attention, si ça continue comme ça va péter. Non, Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Mélenchon, c'est l'anti-Europe. Mélenchon, machin. Et là, avec l'accord de la NUPES, du coup, Jadot, il se dit non, mais je peux pas revenir, en fait, je vais m'en prendre plein la gueule, je vais passer pour un con. Et c'est vrai, il pourrait passer pour un con. Alors là, il revient gentiment, doucement par la petite porte, hein, après s'être remis de sa rouste, et il fait campagne pour les candidats de la NUPES écolo. En disant non, je joue collectif maintenant. Mais bon, personne n'est dupe. Hein. Yannick Jadot, il a dit trop de mal. Il est allé trop loin. Hein. Donc là, il est de retour, certes, mais son avenir reste en suspens. L'avenir de Yannick Jadot, suspendu à un fil. Un petit fil d'araignée dans cette biodiversité incroyable dans laquelle il baigne. Gauche de gauche, gauche de droite, droite de gauche, droite de droite. Où sont donc passées les années Jadot? Bref, on ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est terrible. Sinon, la deuxième première, ça c'est la une de Libé, Borne à Matignon, c'est le retour. Et bien voilà. Formidable, hein. On a eu Édith Cresson en 91, c'était très dur pour elle. Et bien là pour Borne, comme elle est maltraitante et qu'elle rigole quand elle se coupe, on s'est dit c'est bon, tu rigoles quand tu te coupes? Vas-y toi. Oh vas-y toi t'es ma championne. Oh vas-y. Et donc ça va être la championne de la maltraitance institutionnelle. Donc voilà, on va bien s'amuser. Un bon micro-cravate, bah ouais, petit micro-cravate. En même temps, j'aime bien ce côté crooner. Ça permet de chanter, ça permet de s'occuper les mains, ça permet de... C'est pas mal aussi. Hein. Mais vous allez voir, tout ça va changer dans les mois qui viennent. Le bisou de Jean Flying Castex, hein, l'homme qui prenait l'avion plus vite que son ombre, le Premier ministre des airs, le steward le jour, Premier ministre la nuit. On ne savait pas si c'était une couverture. Que faisait Jean Castex dans les avions plutôt qu'à Matignon? Bref, le voilà qui lui dit « Ben, allez ma chérie, c'est maintenant à toi de les maltraiter. Je te laisse les clés, tu as tous les outils, le passe vaccinal, tu pourras faire les conférences hebdo, peut-être ce sera Maluret plutôt que Véran, ce sera moins rigolo. En même temps, il aime bien les bons mots et il aime bien merder les non-vaccinés. Tu vas rigoler, tu vas voir. » On va moins rigoler. Ah tiens Maggie, viens voir. Viens. Pas la réveiller. La Commission européenne a abaissé de 13 points sa prévision de croissance économique pour la zone euro en 2022 à 2,7 et augmenté de 3,5 points sa prévision d'inflation à 6,1% à cause de la guerre en Ukraine. Pas à cause de la politique de la Banque Centrale Européenne, ni à cause, bien sûr, de la spéculation qui fait augmenter les prix d'à peu près tout. Donc là, on se retrouve avec quand même Rappelez-vous, c'était les 30 Glorieuses que nous promettait Bruno Le Maire. Comment te dire, Bruno ? En fait, il a raté les 30 Glorieuses. Il nous a promis la fin des 30 Glorieuses, qui était, vous savez, le choc pétrolier. Hein, voilà, donc on va se retrouver, en fait, là. C'est un truc incroyable. 13 points, c'est tout? Ouais, c'est 1,3 points.
de prévision de croissance. Elle a baissé de 1,3 point. Ça va, ça tient. On peut encore tenir qu'à 1K comme ça en faisant semblant. Mais vous savez que tout va coûter très cher. Hein. Mais Elisabeth Borne est là pour vous dire, c'est normal. T'inquiète pas, tu vas prendre cher, t'inquiète. C'est à cause de la guerre en Ukraine. Bah oui, c'est à cause de la guerre en Ukraine, évidemment. Et puis alors, c'est marrant parce que la guerre en Ukraine, on parle bien sûr du gaz russe, du pétrole russe, de tout ce qu'on empêche de prendre sur la Russie. Mais 20% de l'uranium consommé dans les centrales européennes provient de Russie. C'est un rapport publié par Greenpeace qui nous le rappelle. Alors c'est un peu genre on avait tous oublié, genre oh bah ouais, bah eh ben non. 20% de l'uranium consommé dans les centrales européennes provient de Russie et l'Union européenne n'a aucun substitut puisque il faut bien sûr s'approvisionner évidemment. Et puis autre anecdote, après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'Union européenne a décrété une interdiction absolue de survol de ces territoires par des avions russes. Bon, ça c'est fait. À deux exceptions, l'approvisionnement des centrales en uranium, voilà, puisque l'uranium est indispensable pour que ça puisse tourner, et puis le retraitement des déchets. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, ils sont obligés quand même de tenir, et puis l'Europe a décidé de payer quand même le gaz russe en se démerdant sans aller à l'encontre des sanctions américaines. Et européenne, pardon. Voilà. Alors, la Finlande a annoncé l'abandon de la construction d'un réacteur de technologie russe de nouvelle génération, mais l'Union européenne ne dispose pour le moment d'aucun substitut, d'où sans doute la très grande discrétion sur le sujet. De toute façon, déplore un conseiller français à Bruxelles, quand on voit les difficultés des 27 à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole, on imagine déjà les difficultés à venir celui sur le gaz, alors le nucléaire, n'en parlons même pas. C'est génial, hein, c'est beau. Alors voilà, bientôt la livraison express d'uranium en Sarmat. C'est pas souhaitable, hein, c'est la livraison qu'on met partout. Et puis, ce magnifique débat entre deux géniaux débatteurs, hein. Patrick Pelou d'un côté, Mathias Wargon de l'autre. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? Alors, pour Pelou, c'est oui. Alors, et voilà, il dit qu'on en a besoin. Hein. Même s'ils ne sont pas vaccinés, c'est pas grave. Alors, le Parisien, le canard à nanar, pose quand même la question, mais un soignant non vacciné n'est-il pas dangereux pour les malades fragiles qu'il côtoie ? Hein ? Soyons clairs, ce n'est pas l'idéal que je préférais. Je préférais qu'ils soient vaccinés, bien sûr. Mais sur le plan médical, leur intégration n'est pas une aberration, puisque le vaccin protège plus du risque de forme grave de la maladie que de sa transmission. Et il y a d'autres mesures, comme le port du masque obligatoire dans les établissements de santé. L'épidémie n'est pas terminée, mais elle est moins active, même si je pense que la levée du port du masque dans les transports est une erreur majeure. Bon, alors Patrick va garder son masque dans les transports, très bien. Comment expliquez-vous la défiance des soignants envers les vaccins ? Je l'explique pas. J'aimerais qu'on s'en saisisse. Il faut mettre en place une étude sociologique, aller interroger les professionnels, ceux qui ont refusé le vaccin, pour analyser ce qui les a poussés dans leur retranchement. S'ils remettent aujourd'hui en cause les vaccins, pourquoi pas la chimiothérapie demain ? Hein ? C'est vertigineux de se dire qu'on peut être soignant et défiant envers la science. Il y a urgence à comprendre. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas confondre le marketing de Pfizer et la science. C'est deux choses très différentes. Puisque le vaccin de dose est maintenant un vaccin multidose avec une efficacité de quelques semaines. Donc, on peut quand même se poser la question légitime de ce qui a été mis sur le marché. Hein. Mais non, visiblement, il ne faut pas remettre en cause la science. Donc il est quand même pour la réintégration des soignants, mais ce serait bien quand même qu'il fasse la picouse. Et puis après on a Mathias Wargon, alors lui c'est la vulgarité et la méchanceté incarnée. Hein. Alors qu'attendons-nous pour intégrer les soignants vaccinés ? Qu'ils se fassent vacciner tout simplement. Dans mon service, il y a eu 3 ou 4 départs d'infirmiers et de soignants qui refusaient la vaccination. Bien sûr qu'ils ont manqué, bien sûr qu'on a besoin d'eux, mais on ne peut pas penser à titre individuel. La vaccination c'est un enjeu de société. Réintégrer des soignants qui ne croient pas en la science, quel serait le message envoyé ? Mais encore une fois, Mathias, c'est pas la science, c'est la cellule marketing de Pfizer qui a dépensé plus. D'ailleurs, Pfizer dépense plus en marketing et publicité qu'en recherche et développement. C'est bon à savoir quand même. À votre avis, qu'ils ont eu raison de ne pas le faire, que ce n'est pas si important ? On va justifier la non-vaccination, dire à leurs collègues hésitants qui ont sauté le pas qu'il suffisait d'attendre ? En fait, c'est ça.
Hein, toi, tu t'es fait prendre au piège. Hein, maintenant, tu sais que tu es abonné à la picouse pendant je sais pas combien de mois avec la certitude de choper quand même une forme non grave du Covid. Mais si toi, tu t'es pas vacciné, c'est dégueulasse parce que toi, pourquoi t'es dégueulasse en fait. C'est dégueulasse pour les autres. Je te dis, mais non, mais merci. Non, merci. J'ai pas envie de. Non, ça va. J'ai regardé bénéfice risque, tout ça. J'ai pas envie. S'ils sont intégrés, je suis sûr que l'on n'arrivera pas à les convaincre, hein, les réticents, de faire une nouvelle dose, si cela s'avère nécessaire, ou s'il faut à l'avenir un autre vaccin contre une autre maladie. Non mais attends, Mathias. Le nouveau vaccin Bourla arrive en septembre, hein, ça sera la multidose, c'est formidable. Hein. Et puis, non mais il faut arrêter. Quand est-ce qu'on arrête ces conneries en fait? Je suis désolé. Hein. Ici, bien sûr, on est là pour vous dire vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. La vaccination, c'est extrêmement important. Pfizer, c'est une entreprise merveilleuse. Emmanuel Macron est le meilleur président du monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Sinon, on se fait têche des réseaux sociaux. Mais quand même, bordel. Hein, vous savez, voilà, bon. Mais le vaccin n'est pas totalement efficace contre la transmission de Omicron. Comment justifier de faire perdurer une mesure alors que le risque pour les autres est limité? Question du Parisien quand même. Déjà, ce n'est pas si clair que cela. Hein. Et surtout, ce n'est selon moi ni la question ni le cœur du problème. Donc selon Vargon, le problème, c'est pas que c'est pas si efficace et que la transmission continue. Non. Les vaccins ont sauvé des millions de personnes. Les vaccins ont sauvé des millions de personnes, je le répète. Oui, les vaccins ont sauvé des millions de personnes. Allez-y, YouTube, merci. Oui, bien sûr, super. On ne peut donc pas promouvoir les antivax dans les établissements de soins. Bah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse en fait. L'hôpital n'a pas à céder au populisme ni à être laxiste. Donc les mecs sont dans une position totalement idéologique qui n'a plus rien à voir avec la science, hein, qui n'a plus rien à voir avec les études qui remontent là sur l'efficacité, sur les risques, sur tout ce que tu veux. Ils sont dans une idéologie radicale de tous picouser. Peu importe, parce que c'est comme ça. Bon. Alors, a-t-on le luxe de refuser des bras alors qu'il y a une pénurie de soignants demande le Parisien à Vargon. Mais il faut arrêter de laisser penser que l'on va résoudre la crise profonde de l'hôpital en intégrant quelques milliers de personnes qui se sont barrées à la première occasion et le referont demain. Alors, ils ne se sont pas barrés, ils ont été virés hein, par Borne et par le pass vaccinal. Et ils ne sont pas quelques milliers, hein, ils sont quand même quelques dizaines de milliers, on va dire. Clairement, ce ne sont pas les personnes les plus fiables hein, qui ne reviennent pas. Hein. On n'a pas besoin de ces soignants-là. En revanche, il faut engager le chantier de l'hôpital et donner enfin la reconnaissance que méritent ceux qui y travaillent. Conditions de travail, salaire, management, il y a urgence à tout remettre sur la table. Ouais, surtout le petit déjeuner avec des perdreaux là. Hein des petits perdreaux. Voilà, c'est ouais. Non mais quand tu lis Vargon, c'est comme quand tu l'entends, c'est même quand tu le vois, tu te dis oh là 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 là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a tout ce truc dans sa tête là, c'est compliqué, hein, c'est obscur, c'est très obscur. Sacré Mathias. Va. Et puis dans l'IB avec Elisabeth Borne, le dialogue social pour la forme. En fait, elle est très connue hein, pour faire venir les syndicats, les écouter, puis après faire comme Macron, hein, faire ce qu'elle veut. Donc c'est la méthode Macron. Oui bonjour, je suis venu pour vous écouter. C'est super ce que vous dites. Ah ouais, je comprends. Ouais, c'est dur. Ouais. Bah, on va faire une loi pour tous vous foutre en tôle. Bande de branleurs. Voilà. Mais je vous ai écouté. Hein, ça va. Hein, ça va, ça suffit maintenant. Faut pas être violent là. Ça suffit. C'est la démocratie. Donc le risque, c'est ça. C'est que, voilà, parler pour palabrer, bourgeoisant entre eux, comme disait Jaurès, tout ça pour finalement, in fine, hein, flinguer les acquis sociaux, puisque c'est le mandat d'Elisabeth Borne. Donc voilà, c'est merveilleux. Oui, non, elle habite pas à Château, ils ont une belle baraque à Saint-Mandé, je crois. Alors, oui, alors, je vois que vous êtes dans le débat. Oui, voilà, mais... Je continue. Hein, le dialogue social pour la forme, donc c'est vous dire le niveau de manipulation qui va être ignoble. Macron, en fait, maintenant on fait des photos des trous noirs, hein, celui qui est au centre de la galaxie, ceux qui sont un peu à droite à gauche. Macron, c'est un trou noir en fait. Il arrive, vous vous rappelez les gilets jaunes. Alors il les tabasse, il les mutile, il y a une violence incroyable. Puis ensuite il dit ah ben, je vais faire le grand débat. Et t'arrives, et donc il n'y a que lui qui parle, tu vois. Il écoute un peu, 2 secondes, puis après il prend le micro et fait je vais vous rappeler quand même ce qu'on a fait. Alors on a fait quand même deux pour la retraite, on a fait de ça, et hop, il enterre tout, tu vois, et il pompe l'énergie, mais comme un trou noir, et tout ça disparaît, et après, paf, toi t'es comme ça, t'es lessivé, et paf, c'est le coup d'après, et bon, Didier Lallemand arrive, on n'est pas du même camp, madame, et c'est fini, t'es pas du même camp, tu t'es fait niquer par le trou noir. Ben, je pense que c'est la même méthode du trou noir hein, que utilise Elisabeth Borne. Bah ça alors, c'est à l'envers.
C'est pas du russe, vous inquiétez pas. Je vois déjà NUPES. Y a-t-il un Frexit dans l'Union? Oh. Alors non, rassurez-vous, c'est pas parce que en fait, ce qui se passe, voilà, c'est que il y a la désobéissance aux traités européens qui existe déjà. La France paye des amendes quotidiennes parce qu'elle n'obéit pas, notamment sur le ferroviaire, ça a traîné, sur plein de trucs. Toutes les mesures en fait qui font qu'on flingue notre économie et notre industrie pour le profit bien sûr du marché unique. On a quand même globalement un peu désobéi, un petit peu. Moins que les Espagnols et les Portugais qui eux n'ont pas désobéi, ils ont juste dit on arrête, on fait pas le tarif de l'électricité européen, c'est juste pas possible, on fait notre tarif, salut, ciao, et puis on va taxer les profits des grosses entreprises de l'énergie. C'est possible, il suffit d'avoir un gouvernement qui fait de la politique, et pas un gouvernement des lobbies. Donc en Espagne et au Portugal, ils l'ont fait. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire en France. C'est juste parce qu'on a Macron président et donc on ne peut pas le faire. Bah non, parce que c'est Total qui m'a élu. Enfin, c'est pas Total, mais c'est comme tu t'appelles Pouyanné. Voilà, on dézone, tiens, mardi on dézone, je crois. Non mais c'est un truc de dingue. Donc, Raphaël Glucksmann, député européen, le mari de Léa Salamé, très très pro-Ukraine, il avait conseillé d'ailleurs le gouvernement ukrainien à l'époque de Maïdan, etc. Lui, il rejoint la NUPES et on lui dit « Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, la NUPES, c'est quasiment le Frexit !» Alors, il n'y a pas de Frexit, vous inquiétez pas, ils en sont très très loin, des milliards d'années-lumière. La désobéissance, c'est le petit mot qui permet de te dire que tu vas quand même obéir à la fin. Mais que tu quittes pas les traités encore. Et puis Macron veut changer les traités de toute façon pour faire une sorte d'Union européenne à la carte, avec de la fusion, avec davantage d'intégration avec l'Allemagne. Enfin, tout ça est en train de changer. C'est le gros thème en réalité politique aujourd'hui. C'est où est la nation? Qu'est-ce que la souveraineté? Où est le pouvoir? Et à quoi sert Ursula von der Leyen? Donc voilà, ça va être particulier. Et donc, alors il s'inquiète quand même en disant « Mais non, mais il y a le Frexit. » Et Clément Beaune parlait de désobéissance européenne, c'est le signe qu'on ne veut pas gouverner. Alors je vous lis un peu le Clément Beaune. Clément Beaune, c'est patate chaude. Alors là, il fait campagne, il va peut-être être élu député. C'est la première fois qu'il fait campagne, c'est merveilleux. Alors, voilà, Clément Beaune. Alors, interdire le travail détaché, puisque la fille veut interdire le travail détaché. Interdire le travail détaché, cela veut dire interdire la libre circulation, ce qui est une remise en cause des fondements du projet européen, puisqu'il faudra fermer nos frontières. Ah, parce que le pass vaccinal, ça ferme pas les frontières? Non, mais ces mecs-là, c'est pas grave. Dans leur tête, tout va bien. Au passage, sans libre circulation, 350 000 frontaliers français perdront leur travail, tout comme les 300 000 travailleurs détachés français. Oui, il ne parle pas de je ne sais pas combien qui sont sur les routes et qui font baisser les prix. C'est du dumping social, ça s'appelle. Voilà. Une Europe social-démocrate, c'est celle qui assume la règle commune qui est bien évidemment établie à la suite de négociations au cours desquelles les rapports de force jouent. Alors, les rapports de force, c'est simple. Dès que tu as une négociation, la France se couche et les Allemands gagnent. C'est ça l'Europe. Presque 2/3 de l'électorat votent pour des partis qui proposent de renverser la table. Que cela dit-il de la France ? Nous sommes confrontés à une crise de démocratie occidentale. Cela a pris différentes formes. Le Trumpisme aux États-Unis, le Brexit au Royaume-Uni, la Ligue et le mouvement 5 étoiles en Italie, la FI et le Rassemblement national en France. À cela s'ajoute en France un certain amour de la radicalité. On doit l'entendre. La REM doit être moins timide et plus claire encore sur ce que l'on fait en pratique pour changer l'Europe. Il y a un bilan et un projet dont on n'a pas à rougir et qu'on doit revendiquer, j'en peux plus, avec plus de force et de fierté. Ah oui. Oui. Alors l'Europe qui donc fait des sanctions, l'Europe qui fait que l'électricité coûte plus cher en France que n'importe où ailleurs, alors que ça devrait coûter rien puisque nous avons un parc nucléaire, même si la moitié est à l'arrêt, qui fonctionne. L'Europe sociale qui n'a jamais existé, l'Europe de la concurrence libre et non faussée qui permet de flinguer des fleurons nationaux, l'Europe de la guerre qui nous emmène droit à la confrontation. On peut continuer comme ça, c'est formidable. Mais c'est génial, continuons. Alors, les choix de fond. Les Français ont fait des choix de fond, comme en 2017 et 2022. Les choix les plus radicaux, tels le Frexit, ont été écartés. Il n'y a jamais eu de choix de Frexit, en réalité. À chaque fois, c'est un barrage pour les castors dépressifs qui, après, se disent « Oh non, on va encore être maltraités ». Donc, non, le Frexit, de toute façon, c'est un mot
tabou, en fait. T'as pas le droit de parler de Frexit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que t'en parles, en fait, t'as plus le droit de jouer au jeu démocratique de l'opposition. Hein. Tu fais partie du populisme. C'est insupportable. Enfin, mais tu veux faire quoi? Revenir au franc? Mais enfin, c'est ridicule. Donc voilà, donc il faut simplement, si tu veux jouer au jeu politique, dire que l'Europe c'est super, que Maastricht c'est génial, que le drapeau européen est magnifique. Sinon, t'as plus le droit de jouer. Hein, tu quittes la table du jeu, tu respectes pas les règles. Ça y est, ça bug. Ouais, c'est mon téléphone qui a trop chaud, je crois. Là, je le débranche, ça va pas aider. Hein, putain. Oh, bordel de merde. Ah, on n'est pas aidé. J'ai l'impression d'être dans le Faucon Millenium, quoi. Sans Chewbacca, donc autant vous dire que ça marche pas des masses. Voilà, peut-être ça revient. Oui, bientôt les tickets de rationnement, pourquoi pas. Hein. Non, je crois que ça revient, ça lag, ça va, c'est pas si pire, on a connu pire. Et puis, quand même, alors ça mérite quand même bien des patates. Ça marche plus. Ah si, ça marche là. Mais si, ça marche. Rafraîchissez, vous allez voir, ça marche. Ah oui, il y a un énorme lag. C'est dingue. Alors, oui, donc, Jay Barry, le ministre de TikTok, son rôle c'était ministre de TikTok, donc il faisait une vidéo TikTok par jour. C'est le ministre qui avait le plus d'abonnés, enfin c'était la teuf énorme. Hein. Jay Barry, donc lui, c'est encore mieux. Avant même de démissionner, il est nommé au sein d'un constructeur de voitures à hydrogène. Hop, je sais plus quoi. Et là, il s'explique en disant oui, il fallait qu'on respecte les 35 jours avant la nomination au board. Donc le mec, il a quand même fait, quand il était ministre, le plan hydrogène, il a félicité les voitures à hydrogène, les trains à hydrogène, il a toujours dit que l'hydrogène était génial. Là, tu peux dire, bon, c'est plus du conflit d'intérêt, là, c'est de la corruption, non? On est à un niveau de pantouflage. Alors, vous inquiétez pas, hein, la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique, etc., a dit oui, il peut y aller, mais on y met quelques réserves quand même. Donc il a le droit d'y aller avec quelques réserves, des réserves d'hydrogène évidemment. C'est un truc de dingue. Donc voilà, Jay Barry, c'est la première fois qu'on voit cette rapidité de recasage dans les lobbies pour lesquels il a travaillé depuis le début. Alors j'attends de voir où Cédric O va tomber. Cédric O, c'est le ministre du numérique. Soit il va chez Microsoft, soit c'est Google. Peut-être chez Amazon, je ne sais pas encore, un des trois je pense, ou alors une petite start-up licorne française qui leur a poussé un peu dans le dos tel un petit vent gagnant, comme le Mistral gagnant. Et puis passons à la page culture, mes amis. Le retour de Gaston Lagaffe, quelle horreur. Dupuis reporte le nouvel album. Et oui, évidemment, les ayants droit, la fille de Franquin notamment, veut faire valoir la volonté de son père qui avait dit « Après moi, plus de Lagaffe, hein, c'est pas la peine d'en faire une session ». Mais l'éditeur Dupuis s'appuie sur une signature de Franquin en 92 sur un contrat de cession de droit qui permet à l'éditeur de rééditer, certes, mais aussi d'éditer de nouveaux albums de Gaston Lagaffe. Alors, Gaston Lagaffe, moi j'en ai lu, je les ai tous lus, hein, ça a bercé ma jeunesse. Franquin, c'est un de mes dessinateurs préférés, avec humour noir, idée noire, vous avez tous les Spirou et Fantasio qu'il a pu faire, enfin bref, c'est un génie de la BD. Et voir Gaston revenir sans son père, c'est juste pas possible. En fait, il faut respecter un peu les créateurs. Il faut un peu dire, bah voilà, si vous voulez pas qu'il y ait de Lagaffe après lui, on n'aura pas, et tant mieux. Et ceux qui existent, c'est un temps donné, c'est une œuvre, c'est une signature. Après, ça devient un produit. Et je veux pas que Gaston Lagaffe devienne un produit, donc je trouve ça bien que les ayants droit se battent et qu'il n'y ait pas d'albums ratés qui reviennent, en fait. Un peu comme Macron 2, en fait, c'est pas la peine. Tu vois, on aurait dû dire Macron 1, c'était merveilleux, c'était 5 ans merveilleux, là ça va être 5 ans de... C'était mieux avant quand même. Hein. Donc autant arrêter, hein. Tu fais un truc bien et puis voilà, hop, une saison. Et puis cette petite nouvelle qui fait plaisir quand même. Selon Oxfam, les 43 milliardaires de l'Hexagone ont vu leur fortune augmenter de 86%, soit 236 milliards d'euros. Donc 43 milliardaires qui ont palpé 236 milliards d'euros
entre mars 2020 et octobre 2021. Alors, c'est peut-être pour fêter ce début de la pompe Afrique que Pinault et Arnault se sont achetés le même jet en mars 2020. J'en parlais dans une revue de presse précédente. Le Global 7500, magnifique jet qui coûte 72 millions d'euros. Il faut s'essuyer les pieds sur la moquette. Ça ressemble un peu à l'Elysée, tout est beige. Beige horizontaire, voilà, une fois que tu es dedans, t'es bien, tu es chez toi. Et quand tu gagnes, évidemment, 236 milliards divisé par 43, bon, t'as de quoi t'acheter un jet à 72 millions, en même temps t'en fous, c'est une Twingo d'occasion quasiment. Donc voilà, c'est dans l'IB à lire, c'est une tribune de Hervé Hanoun, qui est ancien conseiller économique à l'Élysée de François Mitterrand et qui a bossé pour Bérégovoy à Matignon. Il explique que c'est le socialisme pour les riches. Depuis 2014, l'économie occidentale fonctionne sur un modèle hybride, dette plus bulle, qui n'a plus grand-chose à voir avec le néolibéralisme souvent dénoncé. C'est un modèle totalement injuste qui creuse toujours plus les inégalités en fait, et qui fait que les riches captent encore davantage de profits. Et avec ce principe de la dette qu'on nous fait payer et de la bulle qui enrichit les milliardaires, ça ne peut pas durer. Alors tu as Fourche 2022, qui est une option, donc les violentes réactions populaires, comme au Sri Lanka, en Colombie ou ailleurs, où à un moment, merde, tu vas chercher la thune là où elle est, ça s'appelle la révolution. Elle est inéluctable si on continue comme ça. Ou alors une politique fiscale juste de non-captation des profits, par exemple le blocage des prix, comme en Espagne et au Portugal, la taxation des profits, la prise des profits, la taxation aussi de la finance casino, toutes ces microtransactions à la nanoseconde devraient être taxées également, elles pourraient l'être. C'est des choix qui ne sont pas faits au niveau du G7, au niveau aussi de la France, de chaque pays, parce que avantage comparatif évidemment, mais en réalité, si on le faisait, il y aurait de la thune pour tout le monde, pour les services publics. On pourrait aller bien, on pourrait prendre sa retraite bien avant 65 ans. Sauf que, avec ces gains de productivité, on s'en fout. Les milliardaires actuels font leur fortune sur de la spéculation, pas sur de la fabrique de choses. À la marge, mais même le luxe, tu vas dire, on fait quelques sacs, mais ce qui compte, c'est la marque, l'immatériel. Voilà. Les principaux instigateurs de la montée en puissance de 2015 à 2022 du modèle dette et bulle du G7 sont aux États-Unis Trump et Biden. Ils se sont unis pour porter la dette publique des États-Unis à 30 000 milliards de dollars et encourager la hausse spéculative des actifs boursiers, avec la politique monétaire bien sûr. En Europe, du côté budgétaire, c'est Macron, théoricien de la dépense quoi qu'il en coûte. Depuis 3 ans, du côté monétaire, c'est Mario Draghi, inventeur du taux d'intérêt négatif et du whatever it takes. Et bien sûr, Christine Lagarde qui aura conduit la politique monétaire très inflationniste, alors que l'inflation forte se développe depuis 18 mois. Elle est restée inactive à ce jour, laissant inchangé le taux directeur. Et tout se passe comme si la BCE avait, dans la période récente, poursuivi non pas l'objectif de stabilité des prix qui lui est assigné par le traité qui est en faveur des classes populaires, mais un objectif de préservation de prix d'actifs surévalués, à commencer par ceux des obligations d'État qui est en faveur des couches les plus aisées. Plus vous êtes proche de la création monétaire, plus vous palpez. C'est-à-dire que plus la BCE va faire de l'argent de singe, en disant on doit imprimer, etc., faire de la dette. Vous, les États, vous faites de la dette. Nous, on fait de l'argent. On va se mettre sur les marchés. Plus toi, tu palpes. Et alors toi, le riche, toi qui as un avion à 72 millions d'euros, plus pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Pour arrêter, il faut voter. Pour arrêter tout ça, il faut prendre la rue. Il faut à un moment dire stop. En réalité, il faut désobéir aussi. À un moment, dire non, je suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Si nous sommes des millions à désobéir, à un moment, les ordres n'ont plus aucun intérêt. Et je parle pas d'une désobéissance violente où tu vas te prendre des LBD dans la rue. Non, simplement, t'arrêtes. T'es des millions à arrêter. Si vous êtes des millions à dire non, j'y vais pas à la 4e dose. Attention, c'est terrible. Non, mais attendez, vous mettez tout le monde en danger. Non, mais non. En fait, non. Il faut démissionner. Il faut un mouvement de grande démission. Ce qu'ont fait les étudiants d'AgroParisTech, par exemple, en disant moi je suis content d'avoir mon diplôme, j'étais là pour apprendre des choses en agronomie, c'est super. Maintenant, je vais pas bosser pour des lobbies qui sont là pour polluer et filer le cancer à tout le monde. C'est beau. C'est cette grande démission-là qui doit être un modèle à partir de maintenant. Pourquoi continuer à travailler pour un système qui nous tue et qui meurt ? Pourquoi ne pas construire déjà l'alternative ? Et c'est ce que beaucoup sont en train d'essayer de faire.
Évidemment, une partie, ça va se terminer dans des émeutes et dans le sang et dans la violence, parce que ces inégalités sont intenables. C'est David Graeber qui en parlait. Nous sommes dans le temps des révolutions, de toute façon, quoi qu'on veuille. La déconnexion des élites est telle que c'est le marqueur du temps des révolutions. Et puis l'autre chose, c'est la démission, c'est-à-dire je quitte la grille, je quitte cette société du contrôle permanent, du contrôle biométrique, du QR code pour tout, voilà, et j'arrête. Je disparais des radars. Voilà. Et le Big Quit aux États-Unis a commencé. Ouais. Mais ici aussi, je pense. Et bien sûr, manif sur manif, ça ne changera rien. La réponse de la violence d'État, la violence des institutions, elle est là pour entretenir cette peur, entretenir le fait que la confrontation violente, et malheureusement elle aura lieu, encore une fois, parce que nous avons affaire à des élites ultra-violentes, ultra-radicales, de la maltraitance. Regardez, Elisabeth Borne est fière de mettre la pression à ses employés, à ses collaborateurs, pardon. Voilà, donc désobéissance, ça me paraît bien. Monde parallèle, très bien. Utopie, très bien. Et puis voilà, le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais vous lire l'état des tempêtes. Ah, j'ai pas le temps. Comment ça, vous venez pour me mettre en prison? Ben, monsieur le juge, mais j'ai rien fait, vous savez. C'est scandaleux. C'est une indignité. Se rassembler, bien sûr, mais il y a du boulot à faire. Hein. Il y a du boulot à faire. Voilà, qu'on essaye de faire, mais c'est pas évident. Déjà, tous les matins, vous êtes plus de 1000 maintenant à regarder cette revue de presse. Et ben voilà, ça veut dire que déjà, il y a un message peut-être qui passe, quelque chose de l'ordre de « ça y est, nous parlons, ça y est ». Nous avons aussi une façon de voir le monde différente de ce que nous imposent dans ces médias oligarchiques. Et c'est plutôt pas mal. Cannes, levée de rideau sur Morale en Berne. Magnifique photo dans Libération où on voit la bâche se mettre sur le palais des festivals. Ouais... Le Covid, le pass vaccinal, le QR code, tout ça, ça a flingué l'industrie du cinéma. Il n'y a plus personne dans les salles. Ah non, mais c'est parce que les films, ils sont moins bien. Non, c'est parce qu'il y a Netflix. Non, ça n'a pas aidé. Le cinéma se meurt. C'était un peu voulu. Hein, ça fait partie de cette grande digitalisation. C'est le plan Klaus Schwab. Hein. On ferme les restos, on ferme les lieux de convivialité, on ferme les lieux de rassemblement, théâtre, cinéma, restaurant, tout ça. C'est fini, ça. C'est fini. Maintenant, tu restes à la maison. Uber Eats, Netflix. Allez, tu regardes écran, digitalisation, numérisation, QR code sur le front. Voilà le plan de merde, d'où la grande démission. Le Figaro qui... Voilà, Macron choisit Elisabeth Borne, réformatrice techno, issue de la gauche. Hein. Oui, elle a commencé chez Jospin, comme je vous le disais. Donc le Figaro fait aussi sa une sur cette première ministre, où t'as rien à dire. Et il y a quand même les secrets de la nomination. Où tu apprends quand même que sous pression, Macron a renoncé à nommer l'ex-LR Catherine Vautrin, qui était encore pire que Borne. Alors Vautrin, elle avait des casseroles au cul comme as, donc il s'est dit, quoi, c'est super, elle a plus de casseroles que toi, Thierry Solaire. Et toi, Alexis, heureusement que vous avez fait la petite lettre pour dire que tu avais le droit de pas aller au lycée, parce que sinon, t'avais les yeux au cul. Du coup, je me suis dit, on va la prendre, elle est super. Eh ben non, ils n'ont pas voulu que je prenne Vautrin. Ils ont dit que c'est Alexis même, il m'a dit non, je suis pas d'accord, pas moi, colère. Il dit c'est pas possible parce que Vautrin a trop de casseroles. Du coup j'ai pris Borne. Non mais là tu te dis mais c'est pas possible, il y a quand même du monde en France, pourquoi choisir toujours le pire? Parce que c'est Macron le DRH, tu vois. Je prends les plus nuls, comme ça je suis sûr d'être le meilleur. Ça tombe bien, j'ai le peuple le plus court, alors je suis content. T'imagines si j'étais président des Allemands, ce serait difficile d'être le meilleur. Une femme fait son retour à la tête du gouvernement. Elle incarne mieux que personne la plupart des grandes transformations du quinquennat. Un proche d'Emmanuel Macron dit ça. Et alors, oui quand même, Borne a dit dans son discours d'investiture « Je veux dédier cette nomination à toutes les petites filles. Allez au bout de vos rêves. Rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. » Donc le message est clair. Hein. Une femme. On est en 2022, les mecs en sont encore là. Il faut savoir que dès qu'il y a une réunion top secrète des grands Manitou, t'as que des mecs. Hein. C'est Bayrou, c'est Attal, c'est Solaire, c'est Ferrand. Autour de Macron, c'est que des mecs tout le temps. Mais là, pour la presse, pour les médias, pour le côté, non, on fait l'égalité. Puis Marlène s'en va, donc on met Elisabeth. C'est un truc de dingue. Alors il faut savoir quand même, Elisabeth Borne...
peut-être qu'elle est là aussi parce qu'elle était aussi à tous les rendez-vous du Conseil de défense sanitaire. Donc elle connaît un peu le secret défense. Donc elle sait un peu comment tout ça s'est fait sur coup de. Il dit quoi, McKinsey? Qu'on ferme les rayons slip? Ah bon? Et pourquoi? C'est des commerçants essentiels. Oh d'accord. Et le couvre-feu, pourquoi on met à 21h et qu'on met pas 20h? Parce qu'ils font ça en Afrique du Sud? Ok, bon. Eh ben, on fait ça. Jeannot, tu fais le truc avec Olivier là, jeudi soir, tu dis aux Français qu'on ferme le rayon slip et que couvre-feu. Ça a dû se faire comme ça. Je vois pas autrement. Le Conseil de défense sanitaire, ça devait être un niveau de pipe stratosphérique, quoi. Où les mecs attendaient la slide qui arrivait, tu vois, par Telex. Parce que c'est le Conseil de défense sanitaire, tu vois. Donc, secret défense, ça devait passer par des trucs crypto-codés, genre, ça y est, le vieux Telex. Qu'est-ce qu'il dit, McKinsey? Ben voilà. Et elle a assisté à ça, donc forcément, tu la nommes pour dire chut, chut, n'en parle pas dans la presse quand même. Enfin, ça va donner. Hein. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah là là là, c'est beau la Macronie. Donc voilà. Donc c'est avec la pression des siens que Macron a refusé à nommer Vautrin, qui était quand même bien pire encore que était pareil, mais bon. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron entend s'appuyer sur elle pour mener le périlleux chantier des retraites. Connaître et maîtriser les interlocuteurs de ce milieu, cela sera utile pour gérer le dossier, veut croire un conseiller de l'exécutif. Mais il y a combien de conseillers de l'exécutif, de ténors de la Macronie, de stratèges du président qui font ça? C'est dingue. D'où la nouvelle offensive qui se prépare en coulisses pour tenter d'arracher les derniers hésitants chez LR. À gauche, c'est la pampa, donc on va recycler ce qu'on a déjà et essayer de faire du neuf avec du vieux type François Rebsamen et compagnie. Mais chez LR, il faut aller chercher Damien Abad, chef de file des députés LR, Christelle Morancet, présidente de la région de Pays de la Loire. Énumère-t-on dans les rangs du pouvoir sans toutefois nourrir de grands espoirs avant les législatives. Donc voilà, donc c'est une grande foire à la saucisse, un grand attrape-tout pour attrape-nigo, pour ne pas dire attrape-nigo. Je crois que c'est mon ordinateur qui a chaud en fait, qui fait que ça lag. Il est bouillant. Parce que mine de rien, le soleil tape. C'est bien d'être dehors, mais c'est pas bien pour les machines. De toute façon, Elisabeth Borne ne va pas être là longtemps, évidemment, si Mélenchon devient Premier ministre. Et puis regardez-moi cette belle image d'un super-héros qui tient une frite en plastique dans la mer. Ah non, on me dit que c'est un burkini. Ah là 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 là. Le burkini revient. Il nous avait manqué. Alors il revient tous les étés, le burkini. Et là, chose incroyable, il revient à Grenoble. Alors c'est pas très loin d'ici. Je vais aller à Grenoble bientôt pour en parler avec les Grenoblois, voir ce qu'ils pensent de cette incroyable envie du maire de laisser le burkini dans la piscine. J'ai perdu mon ordi. Alors Piolle est content de son coup, parce qu'il dit moi je m'en fous. Venez, quoi, elles vont être 5 à se baigner une fois en burkini avec toutes les télé et caméras de France, parce que le monde entier s'en fout. Puis après on passera à autre chose. Parce qu'elles m'emmerdent tous les ans en fait. Donc là, elles vont venir, et puis on passera à autre chose. Et ça va faire un beau débat. Alors CNews, bon bah là ils sont contents, ils ont une grille pour un mois. Et les autres, bon, attendent de voir ce qui va se passer. En tout cas, alors attendez, que dit l'article? Ah, mais c'est pas possible. Burkini, voilà, hop. Sur le burkini. Non, j'ai perdu mon ordi là. J'espère que vous me voyez encore. Oui, tout est autorisé. Alors après, vous avez Mila qui est venue en Harley Quinn pour parler à Piolle en disant moi je veux me baigner comme ça dans la piscine. Vous avez rien entendu sur le burkini? Bon. Le burkini est une invention australienne, oui, pour se protéger des rayons UV en fait. Ouais, parce que là-bas, si jamais tu crames, c'est le cancer de la peau direct. Donc de toute façon, voilà, et c'est déjà autorisé en fait dans certaines villes de France. C'est là où c'est marrant, c'est qu'on n'en parle pas, mais vous avez par exemple, alors, mais bon sang, mais où est le burkini? Je le trouve pas. J'ai pas dû le mettre où il fallait. Bon, mais c'est déjà autorisé. Bon, bref, enfin, c'est un débat qui va permettre d'occuper un peu pour parler de ça plutôt que de la fin du monde. Mais voilà. Oui, c'est le maire. Enfin, voilà, le Bornkini. Ah, pas mal, le Bornkini. Il y aura beaucoup de choses à faire. Ouais, ça va être cool.
Mets un parasol. Bah oui, il faudrait ça, quoi. C'est Jamy qui fait l'arbitre. Arrête, agent orange. Ça suffit. Ça suffit, ce truc avec Jamy. Vous m'énervez. Hein. Franchement, c'est énervant. Qui sont les créanciers de nos 2813 milliards d'euros de dette publique ? À qui appartient la dette française ? C'est quand même pas mal comme question. Alors déjà, la dette, elle n'a fait qu'exploser depuis 20 ans. Elle a triplé tout simplement. Hein. Alors sous Macron, c'est simple, c'est un dérapage. Hein, mais bon, il assume. Il assume le dérapage. Le mec fait du drift en fait avec les finances publiques. Et il assume. Et le taux d'intérêt anormalement bas qui remonte. Donc là, ça veut dire que chaque taux d'intérêt qui remonte, on se prend cher de la dette en plus. Alors, pour ce qui est des propriétaires de la dette française, la Banque de France est le premier détenteur avec 29%. Donc la Banque de France, ensuite les compagnies d'assurance françaises 16%, les établissements de crédit français 6% et 1% la CPCVM français. Donc tout ça c'est des jeux sur les marchés financiers. Il faut savoir que la dette de l'État français est un produit d'appel assez attractif sur les marchés pour les investisseurs. Tu prends de la dette française, tu risques pas grand-chose. Et 48% quand même qui détiennent la dette sont des détenteurs étrangers non résidents. Et donc là, on est dans les fonds de pension, dans BlackRock, dans les donneurs d'ordre en fait. 48%, c'est quasiment la moitié de détenteurs de la dette française qui sont des acteurs étrangers et pour la plupart fonds de pension ou fonds souverains. Voilà. Donc autant vous dire que le risque, c'est que la dette bascule bien sûr totalement aux mains de créanciers étrangers. Et là, on ne pourrait plus faire grand-chose. On serait obligé de dire merci, pardon, excusez-moi, oui, d'accord. Un peu comme moi avec ma mauvaise connexion. Voilà. Et dire que voilà, les 4 catégories de prêteurs. Alors, si les créanciers de l'État français voilà, se mettaient ensemble, on vous l'a dit, donc les banques, les assurances, ça c'est les premiers acteurs, la Caisse des dépôts, les investisseurs d'autres pays, c'est ce que je vous ai dit. Bon, il n'y a pas grand-chose. L'AFT, enfin voilà. Mais c'est dans le Figaro, c'est intéressant à lire. Si la question de la dette vous intéresse, sinon ça sert à rien. Mais globalement, c'est quand même intéressant de savoir qui est propriétaire de notre dette. Surtout que Macron l'a fait exploser. Et tu te dis, bon, généralement, il a quand même des super idées, puisque audit de la dette, ce serait très bien, ouais. C'est un très bon truc à faire. Qui est propriétaire et pourquoi ? Et pourquoi on en est là ? Plutôt que de dire j'assume. On en parlait hier, mais donc Renault qui a été obligé de céder 2,2 milliards d'actifs pour un rouble symbolique à l'État russe via une sorte d'organisation, la NOMI, qui reprend les actifs de Renault, l'ADA, sachant que c'était les numéros 1 sur le marché là-bas. Alors ce serait soi-disant une bonne opération pour Renault qui va se repositionner dans d'autres marchés. Bon, bah d'accord, ok. Le mec, je viens de perdre 2,2 milliards d'actifs, mais c'est nickel. McDonald's a fermé ses 680 restos en Russie. Eux, ils ont dit que ça coûtait environ 1 milliard. Ils laissent tomber. Ils disent, on veut rien. Voilà, Opium s'appelle le constructeur auto hydrogène pour Djebari. Donc là, on est dans le conflit d'intérêts XXL. Le ministre de TikTok, pantoufleur numéro 1, qui a même pas honte. Puisque pourquoi En même temps, j'allais dire... Et pourquoi J'ai le droit, c'est légal. C'est exactement ce que disent les optimisés fiscaux, qui sont des évadés fiscaux. Qui sont des optimisés fiscaux, pardon. Voilà. Les vrais sujets de société, évidemment, c'est où va la thune des riches et pourquoi ils ne veulent pas payer d'impôts et pourquoi ils veulent toujours plus de thunes alors qu'ils ne savent plus quoi faire avec. Voilà le vrai sujet. Et puis, c'est génial ça, commerce, les États-Unis et l'Europe renouent. Ah bon, parce qu'ils n'avaient pas renoué. Ah ben non, mais alors, donc là on va être totalement dépendant de nos amis américains, c'est formidable, avec Le Drian qui reçoit le responsable du commerce américain, ah c'est super, on va pouvoir se vendre des trucs sur nos gros marchés respectifs. Voilà.
On n'a plus le marché russe, donc il va falloir faire avec le marché américain. Et vous inquiétez pas qu'en termes de négo, les Américains sont meilleurs que nous. Donc, oubliez les appellations contrôlées, oubliez le bon vin rouge, oubliez le bon fromage, oubliez tout ça. Finalement, on va finir avec du bœuf aux hormones et du Babybel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette polémique incroyable où sur le plateau de l'Eurovision, il y avait différentes spécialités culinaires de chaque pays avec un drapeau planté dessus. Pour la France, c'était un Babybel avec un drapeau bleu, blanc, rouge. En même temps, c'est l'Eurovision. Mais quand même, ça la fout très très mal. Alors, soit c'était une private joke des mecs qui ont fait le plateau, soit vraiment ça va mal. Ça va très mal. Et puis, mauvaise nouvelle pour les licornes françaises qui vont manquer d'herbe dans le Grand Pré. Les créanciers de nos 2000... non, pardon, parce qu'il y a un lag terrible en fait. Les licornes, la start-up, la French Tech, ne va pas pouvoir lever autant de thunes qu'elle veut puisque le Nasdaq est en train de s'effondrer. La Silicon Valley a chaud, la bulle va bientôt exploser, donc les investisseurs commencent à se calmer. Je vous parlais des LBO qui sont en stand-by en Europe. Il y a la guerre qui arrive évidemment. Il y a le fait que la thune, ça va coûter trop cher. Et puis il y a la bulle techno et toutes les bulles qui vont tout simplement exploser. Donc on se retrouve avec cette situation terrible de mecs qui sont là à demander des milliards et qui vont peut-être avoir que des millions. C'est triste. Pour faire des projets, des produits dont on s'en fout totalement. Mais ça, c'est la Startup Nation. C'était la force du président de la Startup Nation. C'était Emmanuel Macron. Le plongeon du Nasdaq entraîne donc la chute des valos des startups françaises en quête d'argent frais. Alors il faut savoir que la startup, si vous ne connaissez pas le principe, c'est que ce n'est pas une entreprise, c'est un actif financier. En fait, tu vends de la valeur qui n'existe pas sur des trucs qui vont exister. Alors tu vends un produit à perte quand tu as un produit, pendant quelques années, puis après tu dis mais voilà, mais ça, vous voyez, je vous l'avais dit. Et donc, quand tu es investisseur, tu investis, tu récupères, tu repars. Et c'est un jeu de finance plutôt que de création d'emplois et d'activités économiques. Voilà. Il faut le savoir parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, mais en fait, non, c'est pas comme ça. Allez, on finit avec Elisabeth Borne. Le coronavirus, c'est pas au travail qu'on se contamine. Ben non, ça c'était avant le pass vaccinal, évidemment. Bon courage, les amis. C'était la revue de presse du Monde Moderne. Elle était, comme d'habitude, avec un réseau faible, mais c'est avec toujours ce sourire, cette envie de partage aussi, de solidarité, de soleil que je voulais la faire. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est extrêmement important pour nous, à partager le lien de cette revue un peu partout où vous pouvez et à dire combien vous adorez la revue de presse du Monde Moderne et combien vous ne pouvez vivre sans elle dorénavant, parce que tous les matins, vous dites « je suis pas seul ». Tu vois, je suis pas seul. Je suis d'accord avec ce mec-là. Et c'est vrai. On est nombreux, mais malheureusement, il y a un son de cloche qui est très différent quand on lit la presse. C'est incroyable. I Sound Nups. Formidable, la NUPES. Bajned, ça c'est quand on commence. Pour se dire au revoir, je sais pas, Gérard n'a pas encore tweeté un truc bizarre, donc on n'a pas de cri de ralliement pour se dire au revoir, si ce n'est au revoir. La fibre 2030, voilà. Donc on peut toujours se brosser. Non, mais j'ai un plan. Je suis déjà en train de creuser un abri anti-atomique, tranquille, qui va d'abord être une Batcave, où je vais pouvoir me déguiser en Batman tous les week-ends, tranquille. Et puis ensuite j'aurai peut-être une connexion internet, voilà, peut-être, enfin bon, j'ai le soleil, on peut pas tout avoir. Allez, je vous fais des bises, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et puis prenez pas ça trop au sérieux, c'est important, surtout vu la tête d'Elisabeth Borne.